La neige tombait sans relâche depuis l'aube, couvrant les collines d'Auvergne d'un voile épais et blanc qui avalait tous les sons. Le vent passait entre les sapins comme un soupir venu des vieilles pierres, et la ferme d'Étienne Laroche semblait flotter au milieu d'un monde devenu silencieux. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, mais la chaleur n'effaçait pas tout à fait cette impression de solitude qui habitait la maison depuis tant d'années. Étienne se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, observant le chemin qui serpentait dans la pente enneigée. On distinguait à peine les pierres du sentier sous les flocons. Il n'avait cessé de regarder ce même chemin tout l'après-midi, se reprochant à chaque pensée d'avoir répondu à cette annonce dans un journal que personne ne lit vraiment. Un mariage par correspondance ? Cela sonnait déjà mal dans son esprit, et pourtant il ne voyait pas d'autre solution. Pas pour lui. Pas pour Claire. Derrière lui, la petite préparait des guirlandes faites de papier découpé, assise près du poêle, le visage éclairé par les flammes. Elle chantonnait une mélodie qu'elle avait inventée, un air doux et un peu triste, comme si elle essayait de remplir les silences de la maison. « Papa, tu crois qu'elle va vraiment venir aujourd'hui » demanda-t-elle sans lever les yeux. Étienne se détourna lentement de la fenêtre. Claire avait cette façon de poser les questions en y glissant toute sa confiance, comme si elle refusait l'idée même d'une déception. Il s'agenouilla près d'elle, ramassant un morceau de papier tombé au sol. « Avec la neige, ce n'est pas sûr, ma chérie. Le car n'arrivera peut-être pas jusqu'ici. » Elle hocha la tête avec sérieux, puis reprit sa découpe, l'air concentré. Maman disait toujours que quand il neige beaucoup à Noël, c'est que le ciel protège les gens qui voyagent. Elle marqua une pause. Peut-être que ça la guidera. Cette phrase, innocente et douce, transperça Étienne plus qu'il ne l'avouera jamais. Il se leva brusquement, comme si ses jambes avaient besoin de bouger pour chasser un souvenir trop vif. Depuis la mort de son épouse, il avait scellé une partie de lui-même, la partie qui croyait encore aux signes, à la chance, à l'idée que quelque chose puisse s'arranger. Il voulait juste survivre aux saisons, accomplir son travail, protéger Claire du mieux qu'il pouvait. Un coup résonna contre la porte. Un seul, puis un deuxième, plus hésitant. Claire se figea, ses ciseaux suspendus entre ses doigts. Elle tourna la tête vers son père, les yeux écarquillés, comme si son cœur avait devancé l'explication. « Papa, c'est elle. » Étienne sentit son propre souffle se bloquer dans sa gorge. Il traversa la pièce d'un pas lourd, comme si chaque mouvement l'éloignait d'une vie simple et l'entraînait vers une autre dont il ne connaissait pas encore les contours. Il posa la main sur la poignée, inspira profondément, puis ouvrit. Le vent entra le premier, glacé, chargé d'un parfum de neige et d'herbes mouillées. Dans l'encadrement se tenait une femme jeune, mais épuisée. Sa robe, trop fine pour la saison, était trempée jusqu'au tissu intérieur. Ses cheveux sombres étaient plaqués contre ses joues rougies par le froid. Ses chaussures, abîmées, semblaient prêtes à se défaire au moindre pas. Mais ce qui surprit le plus Étienne fut le petit corps endormi qu'elle tenait contre elle, enveloppé dans une couverture rêche. La femme redressa légèrement le menton, avec une étrange dignité malgré son état. « Monsieur Laroche ? Je suis Léa Martin. » Elle ne donna aucune justification, aucune excuse, aucun récit pour expliquer l'enfant. Elle le regardait simplement, comme si elle attendait de savoir si elle avait le droit d'être là. Étienne resta un moment immobile, incapable de trouver les mots. Il observa la pâleur de son visage, la façon dont elle serrait le bébé, la fatigue qui alourdissait chaque respiration. Entre eux, un silence épais s'étira. Puis Claire s'approcha, glissant sa petite main dans celle de la femme avec un naturel qui bouleversa tout l'équilibre du moment. « Vous devez avoir froid, madame. Venez. Papa a fait du feu. » La surprise passa dans le regard de Léa, un éclat presque tendre, fragile. Étienne hésita, sa mâchoire se contractant sous l'effort. Dehors, la neige redoublait, recouvrant jusqu'aux traces du chemin. Le bébé remua faiblement contre la poitrine de sa mère. Il eut conscience que refuser serait condamner cette femme et cet enfant à affronter la tempête seule. Il s'écarta enfin, ouvrant l'entrée plus largement. « Entrez, » dit-il, la voix basse, comme un aveu qu'il ne comprenait pas encore. La porte se referma derrière eux, étouffant le bruit du vent, et quelque chose, imperceptible mais immense, changea dans l'air de la maison. La chaleur du foyer enveloppait la pièce, contrastant brutalement avec le froid mordant qui hurlait encore derrière les murs. Léa restait debout quelques instants près de la porte, comme si elle n'osait pas s'avancer davantage sans y être invitée. Elle tenait toujours le bébé contre elle, le berçant d'un mouvement instinctif et discret. Étienne referma la porte lentement, et le silence qui suivit sembla presque solennel. Claire s'était déjà précipitée vers la cheminée,
tirant vers l'avant un tabouret qu'elle jugeait le plus chaud de la maison. Elle l'installa avec un soin minutieux, puis fit signe à Léa de venir s'y asseoir. La jeune femme hésita, observant la pièce avec un mélange d'appréhension et de gratitude. Elle distingua les murs de pierre patinée, les objets rangés avec sobriété, un portrait familial dont les couleurs commençaient à s'effacer. Il y avait ici quelque chose de simple, de sincère, et cela lui fit cligner des yeux comme si une émotion trouvait soudain le chemin vers sa gorge. Elle s'assit finalement, avec une lenteur prudente, serrant le bébé endormi contre elle. Il poussa un petit soupir avant de replonger dans son sommeil. Claire, fascinée, s'approcha de l'enfant. « Comment il s'appelle » demanda-t-elle avec douceur. « Mathis » répondit Léa, la voix faible mais posée. « Il a un mois. » Claire sourit, émerveillée. « Il est minuscule. Tu l'as porté tout le trajet » Léa acquiesça. « Il a dormi presque tout le temps. Il est courageux. » Étienne observait la scène d'un peu plus loin, appuyé contre le plan de travail de la cuisine. Il croisait les bras, comme s'il cherchait une distance de sécurité. Pourtant, il ne perdait rien de ce qui se passait, la fatigue dans les gestes de Léa, les cernes qui soulignaient ses yeux, la fragilité de ses vêtements, et malgré tout cela, cette sorte de dignité qui ne vacillait pas. Claire continua à poser ses questions avec une innocence désarmante. « Et son papa ? Il vient plus tard » Léa baissa les yeux un bref instant, puis répondit sans détour. « Non. Le père de Mathis travaillait sur les docks de Marseille. Elle inspira. Il est mort cet été. Un accident. Elle ne chercha ni à s'apitoyer ni à dramatiser. Les mots sortaient avec une netteté troublante, comme l'effet d'une histoire déjà trop racontée. Claire fronça les sourcils. « Je suis désolée ?» « Moi aussi, » murmura Léa. Le feu crépita plus fort, comme pour remplir l'espace où personne n'osait parler. Étienne détourna le regard, troublé par quelque chose qu'il ne savait pas nommer. La sincérité calme de Léa le touchait plus qu'il ne voulait se l'admettre. Après quelques minutes, Léa caressa la joue de Mathis du bout des doigts, puis releva la tête vers Étienne. « J'ai répondu à votre annonce parce que je n'avais nulle part où aller. Les miens m'ont renié quand ils ont appris pour l'enfant. » Elle serra les dents à peine, comme pour empêcher un tremblement dans sa voix. « J'étais institutrice. Une enseignante célibataire enceinte, ça faisait scandale. On m'a dit que je n'avais plus ma place là-bas. » Claire secoua la tête, révoltée. « Mais ce n'est pas juste. » Un sourire fatigué étira les lèvres de Léa. « Non. Ce ne l'était pas. » Étienne resta muet. Les mots de la jeune femme le bousculaient, réveillaient un vieux malaise en lui, celui de juger ou d'être jugé. Il se détourna, remit du bois dans le poêle comme si le bruit du fer et des bûches pouvait masquer ce qu'il ressentait. Léa observa la pièce, les objets rangés avec soin, les habits de Claire pliés sur une chaise, la soupière abandonnée sur la table. Elle voyait la vie de cette famille sans femme, leurs efforts maladroits pour tenir debout, leur silence trop lourd pour un homme et une enfant. Claire se leva soudain et disparut dans une petite pièce. Lorsqu'elle revint, elle tenait une couverture patchwork qu'Étienne avait oubliée depuis longtemps. Elle la déposa délicatement sur les jambes de Léa, sans un mot. Léa parut surprise, puis ses yeux s'embuèrent légèrement. La fatigue la rattrapait. Sa tête s'inclina un peu, ses paupières s'alourdissaient. Le bébé dormait profondément, bercé par la chaleur et la respiration régulière de sa mère. Étienne la regardait malgré lui, l'air incertain. C'était étrange de voir une autre femme occupée à ce fauteuil, celui où son épouse s'était souvent assise pour tricoter ou apaiser Claire enfant. Mais ce qui le désarmait le plus, c'était cette impression que la présence de Léa n'était pas une intrusion, mais un apaisement. Il fit un pas en arrière pour se donner de l'air, puis croisa le regard de Claire. Elle souriait, et dans son sourire il y avait quelque chose de lumineux, de presque réparé. La nuit avançait. Le vent dehors hurlait encore, mais l'intérieur de la maison semblait s'être rempli d'une douceur nouvelle, discrète mais indéniable. Léa s'assoupit peu à peu, la tête penchée, le souffle lent et régulier. Elle n'avait plus l'air d'une inconnue. Juste d'une femme épuisée qui cherchait un refuge. Étienne resta un long moment à l'observer, sans comprendre lui-même ce qu'il cherchait à voir. Peut-être un signe. Peut-être un danger. Peut-être une promesse. Il ne trouva pas de réponse. Mais il sentit, d'une manière presque imperceptible, que quelque chose, dans cette maison, venait peut-être de recommencer à vivre. Les jours suivants furent engloutis par la neige. La tempête semblait avoir décidé de les retenir, de refermer les chemins jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de vivre ensemble dans la chaleur du foyer.
La ferme d'Étienne devenait un refuge, un îlot où le temps se ralentissait, où les gestes prenaient une importance nouvelle. Dès la première matinée, Léa se leva avant les autres. Étienne, habitué à entendre le bois craquer sous ses propres mains à l'aube, fut surpris de trouver la cuisine déjà baignée d'une odeur de café léger et le poêle rougeoyant de flammes vives. Léa s'affairait en silence, comme si elle craignait de déranger, ses mouvements précis, presque gracieux malgré la fatigue qui marquait encore son visage. « Vous pouviez rester dormir », murmura Étienne en resserrant sa veste contre lui. Elle se retourna, sourit brièvement. « Je me suis réveillé tôt. Et puis, ça me rassure de faire quelque chose. » Claire arriva quelques instants plus tard, encore décoiffée, les yeux lumineux à la vue du café fumant et du bébé déjà éveillé dans les bras de Léa. Elle se précipita pour l'embrasser sur le front, puis posa 1000 questions comme si chaque matin apportait une découverte nouvelle. Les heures se remplissaient d'activités simples. Préparer la farine pour le pain, trier les légumes dans le garde-manger, allumer les lampes à huile avant que la nuit ne tombe. Léa ne restait jamais immobile longtemps. Elle réparait une couture ici, rangeait des étagères là, comme si remettre de l'ordre autour d'elle était une manière de reconstruire une part de sa propre vie. Lorsque Claire trouva ses moufles abîmés, Léa les reprit entre ses doigts et les recousit avec une délicatesse infinie. Étienne observait tout cela dans un silence prudent. Il n'était pas habitué à ce qu'une autre présence comble les vides de la maison. Depuis la mort de sa femme, il avait appris à se débrouiller seul, maladroitement, mais avec une obstination presque bourrue. Voir Léa s'intégrer si naturellement, sans imposer quoi que ce soit, lui provoquait un mélange troublant d'admiration et de gêne. Le soir, Claire réclamait des histoires. Elle se blottissait contre Léa avec une confiance presque bouleversante, écoutant les récits venus du sud, les bateaux au port, les ruelles de Marseille, les marchés du dimanche. La voix de Léa, douce mais vivante, remplissait la pièce d'une chaleur qui ne venait pas seulement du feu. Étienne s'asseyait non loin, feuilletant un almanach vide d'intérêt, plus attentif aux intonations de Léa qu'il ne voulait l'avouer. Parfois, un éclat de rire de Claire faisait vibrer quelque chose en lui, comme un instrument qu'on n'avait pas effleuré depuis longtemps. Un soir, alors que Léa apprenait à Claire à faire un ourlet simple, Étienne s'arrêta au milieu de son geste. Il les regarda, assis ensemble près de la lampe à huile, les doigts de l'enfant maladroits, ceux de la jeune femme patient et sûre. Un sourire lui échappa, discret, fugace. Il le sentit aussitôt et détourna les yeux comme s'il avait commis une maladresse. Cette nuit-là, en se couchant, il remarqua que la maison ne sentait plus seulement le bois brûlé et la poussière des vieilles pierres. Il y avait une odeur légère, presque oubliée, un parfum de savon doux et d'épices. Un parfum qui donnait l'impression que la maison respirait de nouveau. Le lendemain, en revenant du hangar où il avait fendu du bois, Étienne s'arrêta net en voyant le porche. Les outils autrefois laissés en désordre avaient été rangés avec soin. Les balais, les seaux, les linges avaient chacun trouvé leur place. Rien n'avait été déplacé arbitrairement, Léa avait organisé, pas modifié. Comme si elle avait voulu respecter ce qui existait déjà tout en l'améliorant. Étienne resta un moment immobile, troublé par ce geste silencieux. Cela réveillait en lui un souvenir lointain, les samedis matins où sa femme faisait presque la même chose, en chantant sous son souffle. L'air lui manqua un instant. Il posa la main sur un des outils, caressant machinalement le bois poli. Au dîner, Claire riait aux éclats en imitant les gargouillis de Matisse, et Léa, le regard adouci, secouait la tête en feignant l'exaspération. Étienne, pour la première fois depuis longtemps, se surprit à se détendre, ses épaules s'abaissant comme si un poids invisible avait glissé au sol. Il ne dit rien. Il ne savait pas comment mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Sur ce qui changeait doucement, imperceptiblement. Mais lorsqu'il se leva pour resservir un peu d'eau chaude dans la tasse de Léa, leurs mains se frôlèrent. Elle leva les yeux vers lui, étonnée, et il répondit d'un simple hochement de tête. Rien de plus. Ce geste minuscule, presque anodin, fut pourtant la première fissure dans la muraille qu'il s'était bâtie depuis des années. Et, sans qu'aucun d'eux ne le dise, la maison avait déjà commencé à reconnaître une nouvelle manière de respirer. La neige cessa enfin de tomber autour du 3 janvier, laissant la montagne recouverte d'un manteau froid et luisant. Étienne savait qu'il ne pouvait plus repousser son déplacement au village. La réserve de farine diminuait, l'huile de lampe touchait à sa faim, et le sel pour les bêtes manquait cruellement. Il attela la vieille jument à la charrette au petit matin, avant même que Claire ou Léa ne soient réveillées. Léa, pourtant, se leva en entendant le bruit des sabots. Elle enroula une écharpe autour de son cou et sortit sur le pas de la porte, Matisse serré contre elle. « Je peux y aller », proposa-t-elle, presque timidement. « Je connais les marchés. »
je marcherai vite. Non, répondit Étienne, trop sèchement. Il se ravisa presque aussitôt, adoucissant sa voix. Le chemin est encore verglacé. Je serai plus rapide. Elle baissa simplement la tête. Il monta dans la charrette et disparut dans l'allée enneigée. Le trajet jusqu'au village fut long et pénible. Pourtant, ce qui accablait Étienne n'était ni le froid ni la glace. C'était la certitude que les regards se poseraient sur lui, qu'on l'interrogerait, qu'on parlerait, et il haïssait les bavardages autant qu'il haïssait le jugement silencieux. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas éternellement éviter les habitants du bourg. Alors il inspira profondément en arrivant devant l'épicerie, noua son écharpe plus serrée, et entra. À peine eut-il passé la porte que les conversations diminuèrent. Pas vraiment un silence, mais une sorte de flottement où chacun écoute un peu plus fort qu'il ne parle. Il salua d'un signe de tête par habitude, essayant d'ignorer la sensation de n'être qu'un intrus dans un endroit qu'il fréquentait pourtant depuis toujours. Il venait de prendre un sac de farine lorsque la voix aiguë de Madame Renaud, la veuve du pharmacien, surgit derrière lui. « Ah, monsieur Laroche. On parlait justement de vous. » Étienne continua de ranger son sac dans la charrette, espérant que le silence suffirait à la décourager. Mais une autre femme, emmitouflée dans un manteau trop luxueux pour ce hameau, reprit aussitôt. On raconte que vous avez accueilli une étrangère chez vous. Une femme, accompagnée. Accompagnée, le mot glissa dans l'air comme un jugement voilé. Avec un bébé, ajouta une troisième, plus jeune, d'un ton pincé. Et personne ne sait qui est le père. Enfin, on imagine bien. Un rire bref se fit entendre. Étienne sentit sa mâchoire se contracter. Ce n'est pas une histoire très respectable, poursuivit la veuve Renaud en approchant. On se demande ce qui vous a pris, Étienne. Vous êtes un homme sérieux. Il inspira lentement pour garder son calme. Elle est respectueuse, travailleuse, et elle est claire, répondit-il, la voix basse mais ferme. Vous êtes trop bon, souffla une femme derrière lui. Certains profitent de la gentillesse des autres. Étienne posa brutalement le sac de sel devant lui, ses doigts tremblant légèrement. Il voulait répondre, mais la colère et la honte se mêlaient dans sa gorge comme un nœud impossible à défaire. Il prit le strict minimum, paya en silence, puis quitta la boutique sans un regard en arrière. Le retour vers la ferme fut encore plus long que l'aller. Les mots des villageoises tournaient dans sa tête, piquant comme des griffes invisibles. Il avait voulu ignorer les ragots, se moquer des opinions des autres, mais la vérité était plus amère. Il craignait pour Claire, pour leur réputation, pour le fragile équilibre qui commençait à naître à la maison. Lorsqu'il franchit enfin le seuil de sa ferme, la neige s'était remise à tomber légèrement, créant une sorte de voile entre lui et le monde. Claire leva immédiatement les yeux vers lui, souriante. « Tu es revenu ?» Elle courut pour l'enlacer. Léa sortit de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon. « J'ai préparé un ragoût. Il n'y avait presque plus d'oignons, mais j'en ai trouvé quelques-uns au fond de la réserve. » Étienne hocha la tête, sans parvenir à soutenir son regard. Quelque chose en lui s'était recroquevillé. Au souper, il parla peu. À chaque question de Claire, il répondait par des phrases courtes. Et lorsqu'il effleura par accident la main de Léa en prenant un plat, il se retira brusquement, comme brûlé. Elle le remarqua. Bien sûr qu'elle le remarqua. Elle ne dit rien. Mais son visage se referma lentement, comme une fleur qu'on prive de lumière. Plus tard dans la nuit, lorsque Claire fut couchée, Léa s'assit près du feu avec Mathis et sortit sa petite valise. Elle commença à y plier ses vêtements, un par un, sans un sanglot, sans un mot. Ses gestes étaient d'une lenteur résignée. Une dignité douloureuse. « Tu pars » murmura Claire derrière elle, les yeux rougis de sommeil. Léa sursauta, puis s'agenouilla pour la serrer contre elle. « Je ne veux pas. Mais je crois que je ne suis pas à ma place ici. » Claire secoua la tête, ses larmes tombant sur la robe de Léa. « Tu es ma famille. Ne pars pas, s'il te plaît. » Dans l'ombre du couloir, Étienne écoutait, immobile, chaque mot pénétrant son cœur avec une force brutale. La voix de Léa, douce et brisée, acheva de le frapper. « J'aimerais rester. Mais je sens que je dérange ton papa. Et je ne veux pas vivre là où je ne suis pas désiré. » Étienne resta figé dans l'obscurité, la honte et la culpabilité se mêlant comme un torrent dans sa poitrine. Il avait laissé les murmures du village entrer dans sa maison. Et dans cet instant précis, il comprit qu'il était en train de perdre ce qui avait redonné souffle à sa vie. La douleur dans la voix de Léa résonna longtemps dans la poitrine d'Étienne, même après qu'elle se fût retirée avec Claire dans la petite chambre attenante. Il resta immobile dans le couloir obscur, incapable de faire un pas, incapable de respirer pleinement.
Il sentit, comme rarement auparavant, combien un seul silence, le sien, pouvait blesser plus sûrement que des mots trop durs. Il attrapa son manteau, l'enfila d'un geste brusque et sortit dans la nuit glacée. Le vent mordit sa peau, mais il n'y prêta aucune attention. Il s'enfonça dans le sentier qui menait vers la forêt, éclairé seulement par la lune et les reflets pâles de la neige. Ses pas crissaient sous lui, réguliers, mécaniques, comme s'il essayait d'échapper à lui-même. Il atteignit une clairière qu'il connaissait bien, un lieu où il avait souvent travaillé le bois autrefois, avant que la vie ne se fracture. C'était ici qu'il avait façonné le berceau de Claire, ici qu'il avait écouté son épouse rire lorsque le vent mêlait ses cheveux à la sueur. Les souvenirs remontèrent brutalement, serrant sa gorge. Il sortit de sa poche un petit carnet abîmé, celui de son épouse, où elle avait laissé quelques phrases, quelques pensées qu'elle n'avait jamais eu le temps de développer. Les pages sentaient encore un peu la lavande. Il en ouvrit une, et ses yeux se posèrent sur une phrase qu'il avait presque oubliée, « L'amour ne s'arrête pas au lien du sang. Il s'arrête quand on n'a plus le courage d'aimer. » Il ferma les yeux, et un souffle tremblant glissa entre ses lèvres. Il comprit soudain, avec une clarté douloureuse, ce qu'il avait permis. Les mots venimeux du village avaient trouvé prise en lui. Il avait laissé la peur dicter son comportement, comme si la rumeur d'autrui pesait plus que le sourire de Claire, plus que la douceur de Léa, plus que la vie minuscule de Mathis. Il redescendit vers la ferme d'un pas déterminé. Le vent s'était calmé, comme si la montagne avait décidé d'accorder un moment de paix. La lumière de la maison brillait faiblement au loin, un petit noyau de chaleur dans l'immensité froide. Lorsqu'il entra, la pièce principale était silencieuse. Le feu avait presque fini de brûler. Mais une idée lui traversa l'esprit, soudaine et évidente. S'il voulait que Léa comprenne, il devait lui montrer, pas seulement parler. Il alluma la lampe à huile, s'installa à son ancien établi et sortit les outils qu'il n'avait pas touchés depuis 2 ans. Le bois était froid, mais ses mains connaissaient encore les gestes. Il choisit une pièce de pain et commença à tailler, lentement d'abord, puis avec un rythme plus assuré. Au fil des heures, le visage de Léa prit forme sous sa lame, ses traits doux, sa force silencieuse. Puis celui de Claire, le visage levé, confiant. Enfin celui du petit Mathis, blotti contre la jeune femme. 3 silhouettes, simples, presque naïves, mais soudées, indissociables. Une famille. Lorsque le soleil commença à teinter les fenêtres de rose, il posa son couteau. Il prit ensuite un petit écrin qu'il gardait dans le tiroir inférieur du bureau, la bague de son épouse. Celle-ci lui avait confié, dans ces derniers jours, qu'elle souhaitait qu'il la garde pour celle qui aurait le courage d'entrer dans leur vie sans effacer le passé. À l'époque, il n'avait pas compris. Maintenant, il comprenait trop bien. Il plaça la bague à côté de la sculpture, puis écrivit quelques mots maladroits sur un morceau de papier. « Si tu le veux bien, restons ensemble. » Tous les 3. Pas par nécessité, mais par choix. Quand Léa entra dans la cuisine un peu plus tard, encore ensommeillée, Mathis contre son épaule, elle s'arrêta devant la table. Elle vit d'abord le bois sculpté. Ses doigts tremblèrent lorsqu'elle le prit. Elle le caressa comme si elle avait peur qu'il s'efface. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Puis elle aperçut la bague. Et le mot. Son souffle se brisa. « Étienne » murmura-t-elle, mais la suite de la phrase mourut dans sa gorge. Il entra alors, les yeux fatigués, les mains encore tachées de bois. « Ce n'est pas de la pitié, dit-il d'une voix cassée mais vraie. Tu as redonné de la lumière ici. À Claire. À moi. Et si j'ai eu peur, ce n'était pas de toi. C'était de recommencer à espérer. » Léa porta une main à sa bouche. Les larmes qui coulaient n'étaient pas de douleur. « Je suis prête, » dit-elle enfin, la voix tremblante mais pleine. Plus que prête. Ce matin-là, quelque chose se répara doucement dans la ferme, comme si les murs eux-mêmes respiraient un air nouveau. Les semaines passèrent comme un lent dégel. La neige, qui formait autrefois des murailles autour de la ferme, commença à se retirer, découvrant des parcelles de terre sombres et humides. Les jours gagnaient quelques minutes de lumière, et dans l'air persistait une odeur à peine perceptible de terre réveillée. Un dimanche de février, Étienne se leva plus tôt que d'habitude. Il se sentait étrangement calme, comme si quelque chose en lui s'était solidifié pendant la nuit. La veille, il avait demandé à Léa si elle accepterait de l'accompagner à la messe au village. Elle avait hésité une demi-seconde, un vieux réflexe de défense, puis elle avait acquiescé avec un sourire timide. Elle se préparait maintenant, aidant Claire à enfiler ses bottines, lissant les plis de sa propre robe, encore modeste mais propre et soigneusement ajustée. Mathis babillait dans son berceau improvisé, tapotant l'air de ses petites mains. « Tu es prête »
demanda Étienne en entrant dans la pièce, ses doigts un peu nerveux autour de son chapeau. Léa releva la tête. Dans son regard brillait une lueur tendre, une assurance nouvelle, fragile mais réelle. Oui. Claire grimpa dans la charrette la première, excitée à l'idée de présenter sa famille au village. Elle ne cessait de répéter le mot, comme si elle avait peur qu'il se dissolve s'il n'était pas prononcé assez souvent. Étienne installa Mathis avec soin, enroulant une couverture autour de lui pour le protéger du froid, et aida Léa à monter. Lorsqu'elle posa sa main dans la sienne, il la serra doucement, avec une retenue respectueuse et un besoin profond de la rassurer. La route vers le village serpentait à travers les champs blanchis où quelques taches noires trahissaient la terre réchauffée. Claire commentait tout, les traces d'un lièvre sous le bois, un oiseau rouge perché sur une branche, la fumée qui montait droit d'une ferme voisine. À chaque phrase, Léa la regardait avec un sourire qui semblait chasser les dernières ombres. En arrivant près de l'église, les conversations se turent presque aussitôt. Les regards se tournèrent vers eux, d'abord curieux, puis surpris, et pour certains, clairement malveillants. Il y avait de l'inquiétude dans le souffle de Léa, perceptible dans la façon dont ses doigts se crispèrent légèrement contre son châle. Mais Étienne sentit son hésitation et, avant qu'elle ne puisse reculer, il fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il attrapa sa main devant tout le monde, sans hésitation, sans honte. Léa inspira brusquement, comme si ce geste avait chassé tout un poids de son cœur. Ils avancèrent ensemble jusqu'à l'entrée. Quelques femmes se penchèrent entre elles, murmurant. D'autres reniflèrent d'un air dédaigneux. Étienne sentit la colère bouillonner en lui, mais il refusa de leur accorder ce pouvoir. Il se contenta de serrer un peu plus la main de Léa. Après la messe, les murmures reprirent dans le vestibule, mais cette fois une voix grave les interrompit. Un vieil homme, courbé, appuyé sur une canne, s'avança vers eux. Ses yeux étaient clairs, vifs malgré l'âge. « J'ai grandi à l'orphelinat du diocèse, » dit-il, le regard posé sur Léa. « J'ai vu des femmes s'écrouler sous le jugement, et d'autres se relever. Vous êtes de celles qui se relèvent. » Il se tourna vers Étienne. « Et vous, mon garçon, vous avez plus de courage que ceux qui parlent. » Puis, posant une main tremblante sur l'épaule de Claire, il ajouta « Vous formez une belle famille. » Ces mots eurent l'effet d'un feu de bois soudain rallumé. Plusieurs villageois hochèrent la tête. Une jeune mère s'approcha, son enfant sur la hanche, et sourit chaleureusement. Un homme serra la main d'Étienne. Même ceux qui n'osaient pas parler adoucirent leur expression. Les jugements s'évaporèrent peu à peu, comme un givre qu'on voit fondre à vue d'œil. Léa baissa les yeux, émue, et Étienne sentit une vague de soulagement l'envahir. Il n'avait pas rêvé, les choses pouvaient vraiment changer. Sur le chemin du retour, Claire s'endormit contre Léa, épuisée par tant d'émotions. La charrette avançait lentement, et le soleil de l'après-midi caressait la neige fondante. Soudain, Claire se redressa et pointa du doigt un coin de terre sombre près de la ferme. Là. Regardez. Étienne arrêta la jument. Tous observèrent le petit miracle devant eux, les premières primes verts, fines, tremblantes, mais vivantes, perçaient la neige. C'étaient les mêmes fleurs que son épouse avait plantées des années plus tôt, celles qui n'étaient jamais réapparues depuis sa mort. Léa descendit doucement, Mathis serré dans ses bras. Elle offrit sa main à Étienne, qui la prit sans réfléchir. Ils restèrent tous les trois, quatre avec Claire, silencieux, à contempler ce signe simple mais éclatant d'un renouveau. La maison, elle aussi, semblait respirer différemment. Et dans le souffle frais du printemps, Étienne eut la certitude que rien, plus rien, ne serait comme avant. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner, et de la partager autour de toi. Merci d'être là.